J'ai quitté la Tchéquie à 19 ans. Je voulais voir le monde. J'ai rencontré un homme, un Suisse. Je l'ai suivi et je lui ai fait confiance. Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai été conduite dans plusieurs endroits. On m'a montré à des hommes et on a essayé de monter le prix. J'étais debout, au milieu d'eux, et ils me regardaient. Dans le restaurant où ils s'étaient rassemblés pour cela, ils me fixaient et ils se demandaient qui va proposer le plus d'argent pour m'avoir. Après, on ne me parlait même plus. J'étais un simple morceau de viande. Anna in Switzerland, c'est un documentaire choc qui a bouleversé le public suisse alémanique à sa sortie, parce que c'est l'un des seuls témoignages à découvert d'une victime de prostitution forcée en Suisse et du long chemin pour s'en sortir. Cette forme d'exploitation brutale, parfois féroce, est de plus en plus présente chez nous aussi en Suisse romande. Ces victimes arrivent-elles à s'échapper de ce milieu opaque, menaçant, et comment ? Sur nos trottoirs, dans les clubs, dans les bars, les trafiquants posent des filles, des femmes, amenées d'Afrique, d'Europe de l'Est, et les forcent à se prostituer. Pour certaines, c'est le dernier arrêt de la terrible route des migrants. Dans le canton de Vaud, pour lutter contre ces réseaux criminels, la police a plusieurs enquêteurs spécialisés. Ils mènent des investigations de terrain, discrètes, au contact des filles. Impossible de filmer cette brigade, cela compromettrait son travail. Mais le constat est inquiétant. Aujourd'hui, on a une présence assez forte de ressortissantes roumaines qui s'adonnent à la prostitution. On a une augmentation assez importante ces dernières années de ressortissantes bulgares. On a aussi des femmes qui viennent du Nigeria, qui s'adonnent à la prostitution. Et c'est notamment pour ces trois pays d'origine où on a eu des cas de traite d'êtres humains, où on a eu l'encouragement à la prostitution. Et donc, nos spécialistes sont particulièrement attentifs aux femmes qui viennent de ces pays-là. On a plusieurs enquêtes aujourd'hui qui sont en cours dans ce domaine, que ce soit l'encouragement à la prostitution ou la traite d'êtres humains, qui vont largement au-delà de nos frontières. Du côté des associations de soutien aux prostituées, on confirme. Moi, j'ai connu une période où il y avait beaucoup de femmes qui exerçaient la prostitution pour des motifs économiques. Et puis, petit à petit, avec l'arrivée de nouvelles nationalités comme les femmes bulgares et les femmes roumaines, on s'est rendu compte que ces femmes-là, probablement, n'étaient pas complètement libres d'exercer la prostitution. Cela fait plus de 15 ans qu'Anna Sermet vient en aide aux prostituées à Lausanne, sur le terrain, et dès 2015, à la tête d'Astrée, un refuge pour victimes de toute forme de traite. Interdit d'y filmer pour raison de sécurité, à part les bureaux et l'entrée. Aïwa s'y est réfugiée il y a une année. Des trafiquants l'ont acheminée en Suisse en lui faisant miroiter une vie meilleure. Violentée, forcée à se prostituer, déplacée de ville en ville par ses proxénètes, un cauchemar dont elle ne veut plus parler. J'étais dans la rue et j'ai tellement souffert. J'avais peur de tout le monde. J'avais plus confiance. Personne, parce que le réseau que je suis tombée n'était pas bien du tout. Et j'avais peur aussi de la police. Parce qu'on m'avait dit que si je joue, si la police m'attrape, je vais avoir des problèmes. J'avais plus aucun document, donc. Mais bon, un jour, j'ai pris mon courage.
deux mains, mes deux courages à la main. Il y a une dame qui passait, puis je l'ai expliqué, je l'ai demandé. Je dis, franchement, j'ai des problèmes. Cette passante l'amène à Astrée. Dans d'autres cas, c'est la police ou des associations de terrain qui indiquent le refuge aux prostituées. C'est quand je suis arrivée, j'ai dormi 3 jours. Parce qu'avant, j'étais vraiment détruit. Ça n'allait pas au fond de moi. Je n'étais pas bien. Oui. Avec l'ouverture d'Astrée mi-2015, les femmes exploitées ont désormais un lieu où se réfugier. En 3 ans, plus de 50 victimes de traite sont venues y chercher de l'aide. Celles qui sont particulièrement menacées peuvent habiter dans ce foyer de 9 places, en général entre 6 mois et 1 année. Ce sont des femmes avant tout traumatisées, effrayées, choquées, dans un état de stupeur. Je dirais que la traite, quelle que soit sa forme, met la victime dans un état de stupeur. Donc la victime n'arrive plus à réfléchir comme vous et nous pouvons le faire. Souvent, la personne ne se rend même plus compte qu'elle est victime, que ce qu'on lui demande de faire ou ce qu'on lui impose est hors limite. Et on a des personnes qui arrivent ici soit très effrayées et qu'il faut mettre en confiance jusqu'à qu'elles acceptent de raconter un petit bout de leur histoire, ou qui peuvent s'effondrer en larmes tellement leur vécu est douloureux. Ils faisaient pression sur moi. Une fois dans la forêt, ils m'ont forcé à m'agenouiller, mis un revolver dans la bouche. Et ils m'ont dit « Tu vas faire ce qu'on te dit maintenant. Sinon on va s'occuper de toi, et pour de bon. Ça allait trop bien pour toi jusqu'à présent. » Peu après leur arrivée, les femmes passent des entretiens de détection avec les spécialistes de l'association. Et c'est sur cette base que les co-directrices peuvent déterminer s'il s'agit bien de victimes de traite. On demande si elles avaient la possibilité d'accepter, de choisir les clients, si elles devaient accepter tout type de prestations, par exemple, pour effectivement comprendre si elles étaient libres ou pas d'exercer cette activité. Et on pose pas mal de questions sur les éléments de contrainte. Est-ce que la personne a été menacée? Est-ce qu'elle a subi des rituels de sorcellerie? Est-ce qu'elle a subi de la violence physique? Elle a été violée? Donc c'est vrai qu'on est amené à poser des questions qui sont très délicates. Donc ce qu'on avait convenu, c'est effectivement qu'elle prend du temps pour réfléchir. L'une des nouvelles formes de contrainte, c'est justement ces rituels de sorcellerie appelés juju qui maintiennent les femmes dans la soumission. Elle a vraiment peur de représailles envers la famille et lui ont fait des menaces de mort. Grace a subi le juju, mais pas moyen d'en parler avec elle. Comme Aiwa, elle reste très pudique sur ce qui lui est arrivé. Elle s'est réfugiée à Astrée il y a quelques mois avec l'aide d'une amie. J'aimerais pouvoir tout changer et remonter dans le temps. Je n'aime pas le genre de vie que j'avais avant, mais pas du tout. À cause des choses que j'ai vécues, à cause de ce que j'ai subi, il fallait que je dise stop. Il fallait que je me relève, que j'avance. C'est pour cela que je suis allée à Astrée, pour trouver une vie meilleure. Elle était étudiante lorsqu'elle est tombée dans le piège tendu par les trafiquants. Tout a commencé lorsque ses parents n'ont plus pu payer ses études. À ce moment-là, s'est présentée une personne qui a proposé à la famille d'emmener cette jeune femme en Europe pour poursuivre ses études. La famille a accepté et puis il y a eu une traversée de l'Afrique avec une arrivée en Italie. Et puis en Italie, elle a été récupérée par une des personnes de l'organisation qui l'a fait venir à Lausanne et qui l'a contrainte à la prostitution. Avec chaque fois une dette à rembourser pour les frais de voyage qui s'élèvent entre 30 et 50 000 euros.
Dans le canton de Vaud, les victimes ont jusqu'à 3 mois pour déposer plainte auprès de la police. Une démarche difficile, car elles vivent souvent encore dans la peur. Plus de 20 femmes soutenues par Astrée l'ont fait en 2017. Du moment qu'elle dépose plainte, il y a la procédure pénale qui démarre, donc il y a une phase d'investigation de police, normalement. Des fois, elles ont des informations très précises par rapport aux auteurs, aux lieux d'exploitation, ce qui facilite effectivement cette phase d'investigation, mais d'autres fois, elles ont des informations très lacunaires. Nous sommes face à des femmes qui ont été amenées dans des lieux d'exploitation cachés, donc des maisons, dans la campagne, par exemple. Et dans ces cas-là, elles ne connaissent pas forcément le lieu d'exploitation parce qu'elles ont été séquestrées pendant des mois, ni l'identité des auteurs, ce qui rend les investigations très difficiles. Vous voulez dire séquestrées pendant des mois en Suisse romande? Exactement. Des femmes séquestrées, des femmes violentées, des femmes exploitées. Une réalité sur nos terres dont on ne perçoit que rarement l'ampleur. Sauf dans des cas exceptionnels comme l'affaire Goldfinger en 2008 à Zurich, lorsqu'un vaste réseau y a été démantelé. On parle là de quelques 300 femmes prostituées de force. Certaines avaient osé témoigner contre leurs exploiteurs. Mon souteneur m'obligeait à lui rapporter au moins 1000 francs par nuit. Il me fixait le nombre de minutes que je ne devais pas dépasser avec un client. Une collègue est sortie de la voiture d'un client avec 2 minutes de retard. Son souteneur lui a donné un coup de pied dans le thorax. Elle s'est effondrée et il a continué à la frapper pendant qu'elle gisait par terre. Plusieurs prostituées avaient alors été hébergées par le FITS, le plus ancien centre de soutien aux victimes de traite en Suisse. Ici, le fléau de la prostitution forcée est plus répandu encore. Chaque année, ce sont plus de 200 femmes que le FITS secourt, en majorité originaires d'Europe de l'Est. Pour cela, il dispose d'appartements protégés dans des lieux tenus secrets en région zurichoise. Voici l'un de nos appartements sécurisés. Nous avons en tout 24 places d'accueil réparties dans plusieurs lieux. Voilà la chambre de l'une de nos clientes. Ce sont tous des lieux anonymes pour protéger nos clientes. Mais dans le même temps, nous voulons quand même quelque chose qui soit normal. Voilà, on continue la visite. Ça, c'est la cuisine. 3 femmes sont actuellement hébergées ici. Toutes 3 ont déjà déposé plainte contre leurs exploiteurs et elles peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour temporaire. Si les auteurs du délit sont encore libres, ou même s'ils sont déjà sous les verrous, il y a souvent des menaces. C'est donc vraiment très important que les femmes soient logées dans des lieux où elles ne peuvent pas être trouvées par leur exploiteur. Nous travaillons bien sûr en collaboration avec la police pour sécuriser les lieux, mais pas seulement. Nous demandons aussi à nos clientes de se comporter de façon prudente. Parallèlement, dans les bureaux de l'association en banlieue zurichoise, on travaille sur leur dossier. Les victimes y ont rendez-vous avec des conseillères juridiques comme Irina. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer ce que tu dois faire pour la suite de la procédure. Là, tu es venu chez nous. Là, tu t'es décidé pour la plainte à la police. C'était très intensif pour toi, mais c'est fini. Depuis, la police a beaucoup travaillé. La prochaine étape pour toi, ça sera la déposition au ministère public dans quelque temps. La procureure a déjà tous les documents de la police, elle a déjà tout lu et elle connaît très bien ton cas.
Elle te reposera seulement certaines questions. Tu as tout compris? Oui. Ça sera avec une vidéo? En l'absence de preuves concrètes, le témoignage est crucial pour prouver la traite, d'où la nécessité de le répéter, même s'il replonge la victime dans son cauchemar. Je me suis toujours relevée. Je tenais jusqu'au prochain passage à tabac. Pendant qu'il me frappait, je n'arrivais pas à me défendre. Je pensais, ça ne peut pas être vrai. Je prenais tellement de coups et en même temps, je ne pouvais pas croire que ça m'arrivait vraiment. Jusqu'au dernier moment, je ne pouvais pas le croire. Être aidé, accompagné, hébergé, cela fait partie des droits de la victime de traite du moment qu'elle a été exploitée sur territoire suisse. Mais ces droits inscrits dans la loi ne sont pas indéfinis. Quand la procédure pénale est terminée ou quand la déposition de la victime n'est plus jugée nécessaire, la personne doit en général quitter le pays. Il est toutefois possible d'invoquer un cas de rigueur pour raison humanitaire. Nous pouvons déposer une requête auprès du secrétariat d'État aux migrations si la femme est en danger et qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Il est donc possible qu'elle puisse être protégée plus longtemps ici. Mais ce n'est pas garanti. En général, les femmes doivent rentrer chez elles, retrouver une situation qu'elles ont voulu fuir, sans perspective d'avenir. Ces femmes courageuses, qui ont osé dénoncer leurs exploiteurs, se retrouvent ainsi pour la plupart à la case départ. Comme ici à Pernik en Bulgarie. C'est l'un des principaux pays de provenance des prostituées vendues en Europe et en Suisse. Pernik est un centre industriel et minier qui périclite depuis la chute du mur. C'est aussi une ville gangrénée par les trafics et le crime organisé. À leur retour, les ex-prostituées peuvent rester quelques mois dans des refuges créés par le gouvernement ou par des associations comme celle-ci à Pernik. Une première étape dans leur réintégration. Tu vas bientôt quitter notre centre où nous avons passé une longue période ensemble. Quels sont tes projets? Je vais aller chez une amie qui va m'aider. J'aimerais trouver un logement et récupérer mes enfants qui sont placés dans une famille d'accueil. Voilà, c'est ça mes projets. Trouver du travail et réussir dans ma vie. Zlatka est sortie de clinique psychiatrique il y a 3 jours. Elle est encore lourdement médicamentée. Violée à 11 ans, contrainte à se prostituer dès 17 ans, elle a été trafiquée et retrafiquée en Bulgarie, puis dans plusieurs pays européens. C'est Ekaterina Veleva, psychothérapeute et l'une des fondatrices du foyer qui la soigne. Cela fait 20 ans qu'elle s'occupe de victimes de violences. Une grande partie des personnes qui ont subi des violences sexuelles développent des troubles psychiques. Surtout dans le cadre du trafic et de l'exploitation d'êtres humains. Elles doivent souvent être internées dans des cliniques psychiatriques pour de longues périodes. Ensuite, il y a des périodes de rémission et puis de nouveau des rechutes, de nouvelles psychoses. C'est un processus très très long. Le refuge est sécurisé tant bien que mal, car ces femmes sont souvent menacées par leurs anciens souteneurs. Les victimes sont logées, nourries, soignées, le temps qu'il faut, parfois, avec leurs enfants. Il y a une quinzaine de places d'accueil, toutes occupées ce jour-là. En moyenne, elles y restent une bonne année. Cela prend beaucoup de temps.
Il faut par exemple leur refaire des papiers d'identité. Il faut qu'elles payent des cotisations sociales. Et il s'agit là de très grosses sommes, car pendant des années, ces filles n'ont pas cotisé. Elles ne peuvent pas s'adapter d'un coup. Elles n'ont pas de compétences. Elles ne savent pas comment gagner leur vie, à part faire ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Mais comment trouver de quoi vivre dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne où le salaire moyen tourne autour des 500 € par mois? Dans le meilleur des cas, les ex-prostituées trouvent des emplois peu qualifiés comme coiffeuses ou caissières par exemple, avec un salaire parfois 2 fois moindre. À l'image de ces jeunes femmes, Michaela a été contrainte à la prostitution, vendue en Allemagne avant de réussir à rentrer et à retrouver sa famille. C'était en 2013. C'était un grand choc pour eux, parce que les proxénètes avaient envoyé une lettre à ma mère en Bulgarie pour lui annoncer que j'étais morte. Quand elle m'a revue, elle m'a caressé les mains, les bras, le visage. Elle était complètement bouleversée. Dans sa ville, elle vivote tant bien que mal, avec 2 enfants à charge. Puis en 2017, elle retombe dans les filets des trafiquants naïvement, juste en cherchant un emploi. J'ai vu une annonce sur Internet pour un travail normal, pas pour de la prostitution. Je suis allée en Allemagne, mais ça s'est mal passé. Ça n'avait rien à voir avec l'annonce où on cherchait une assistante cuisinière. C'est par la suite que j'ai compris qu'il s'agissait de prostitution. Elle veut repartir, mais on l'enferme dans une chambre. Je ne pouvais pas m'échapper. Je suis restée enfermée 3 ou 4 jours dans cette chambre. Une femme m'a aidée. Elle a appelé la police, qui est venue me récupérer. Ils m'ont envoyée à l'hôpital parce que je n'étais vraiment pas bien. Après, ils ont pris contact avec cette organisation en Bulgarie pour que je puisse rentrer, car je n'avais pas d'argent. C'est l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui prend en charge le voyage grâce à ses programmes d'aide au retour. Aujourd'hui, Michaela n'a toujours pas trouvé d'emploi. Elle vit grâce à l'aide sociale et à quelques heures de ménage. Je ne dis pas que mes enfants ont faim ou soif. Je me débrouille quand même. Mais j'aimerais trouver un meilleur job et toucher un salaire tous les mois. Cela serait vraiment mieux. À Pernik, Ekaterina Veleva continue inlassablement à aider ses victimes, même si souvent les femmes qu'elle soigne se font reprendre et retrafiquer, elles aussi. Cela peut paraître absurde, mais les trafiquants proposent une certaine sécurité à leurs victimes. Les filles qui retombent dans le trafic savent qui les a kidnappées, qui les enferme, qui les vend. Il y a comme une sorte de routine. Quand on leur donne à manger, même quand elles sont battues, tout se répète dans le temps. Et ça, pour elles, c'est sécurisant. Mais quand elles reviennent à la réalité, il n'y a plus de sécurité. Parce que notre système social n'est pas en mesure de la leur garantir. Et puis, quand elles reviennent à une vie normale, il y a aussi les souvenirs obsédants, même des années après l'exploitation. Les larmes me viennent parfois, pas parce que je suis encore bouleversée par ce qui m'est arrivé, mais en raison de mon impuissance. Et du temps qu'il m'a fallu pour comprendre et arriver à expliquer pourquoi je ne me suis pas enfuie. En Suisse romande, les premières résidentes d'Astrée ont quitté le refuge, une étape importante vers leur nouvelle vie, ici,
ou ailleurs. On a, peut-être c'est ce qui nous réjouit le plus, on a 9 femmes en 2017 qui ont pu quitter le foyer et qui ont pu accomplir une formation, trouver dans certains cas un travail, qui ont actuellement un logement autonome et c'est des changements de vie assez spectaculaires. Des fois on a l'impression qu'on est face à une autre personne. Si on se souvient de comment elles ont arrivé avec la charge, la douleur, les émotions, des fois avec une vraie difficulté à raconter leur histoire. Et les voir après une année avec tout le parcours qu'elles ont fait, c'est juste splendide. Quant à Aiwa et Grace, elles sont au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire après avoir déposé plainte contre leurs exploiteurs. Elles devraient bientôt quitter le refuge. Mes espoirs, mon rêve, c'est de devenir une femme vertueuse, une femme indépendante. Pour dire aux filles qui sont là dehors que tout espoir n'est pas perdu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut qu'elles résistent, qu'elles disent non au trafic d'êtres humains. Elles ne doivent plus être des esclaves, nous sommes tous humains. Il ne faut pas traiter les gens comme s'ils étaient des déchets. We have to put an end to every human right.